Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue à votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales matières d'exportation du pays, le panier de la ménagère et un invité pour commenter un sujet de l'actualité économique. Commençons par le taux de change. Pierrot Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ambago. Quelle est la parité aujourd'hui franc-congolais principal de devises étrangères? La parité franc-congolais principal de devises étrangères à l'indicatif se présente comme suit. 1 dollar vaut 2851,8098 francs congolais. 1 euro équivaut à 2936,3654 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,4765 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 151,774 francs congolais. Au marché parallèle, 1 dollar américain équivaut à 2845 francs congolais, 1 euro vaut 2852 francs congolais et 1 franc CFA vaut 4,1 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? La tonne du cuivre a connu une hausse héroïque. Elle coûte 9024,70 dollars américains contre 8861,31 dollars américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt a enregistré une baisse. Il coûte 21 483 dollars américains contre 21 500 dollars américains il y a une semaine. L'once d'or est vendue à partir de 2863,10 dollars américains contre 2756,30 dollars américains il y a une semaine. Le baril du pétrole revient à 71,15 dollars américains contre 72,80 dollars américains la semaine passée. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 10 913 dollars américains contre 11 374 dollars américains la semaine dernière. Merci Biro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. C'est une guerre qui dure depuis plus de 30 ans, la guerre au Kivu. Quel est son impact sur l'économie de la RDC? Jeudi Économie reçoit pour vous le président du conseil d'administration de Kobil SA, une entreprise congolaise. Monsieur Thierry Monsenepo, bonjour. Bonjour, monsieur Ambago. Bonjour aux auditeurs de Top Congo. Et cette guerre dure depuis 30 ans, monsieur Monsenepo. D'abord, il faudrait savoir que le Kivu, si on doit aller dans un contexte purement historique et économique avant-guerre, avec ses ressources naturelles abondantes, notamment les minerais de coltan, de cassitérite et d'or, a longtemps été une région clé de l'économie congolaise. L'agriculture vivrière, avec le manioc, le maïs notamment, aussi les haricots, etc., et le secteur de commerce transfrontalier, avec notamment les pays comme l'Ouganda ou le Burundi, était également essentiel. Avant la guerre, le Kivu contribuait considérablement à l'économie nationale. La province abritait plusieurs mines et autres sociétés industrielles qui permettaient de pouvoir apporter la richesse aux Congolais. Mais ensuite, il y a eu l'évolution technologique qui a entraîné l'importance de certains minerais qui se retrouvent principalement dans le Kivu. Et là, on parle principalement du coltan, le colombo-tantalite, pour extraire la tantale qui permet notamment d'appuyer l'énergie aéronautique, énergétique et même de la téléphonie cellulaire. Il s'est fait que toutes ces importances économiques ont poussé principalement un pays, le Rwanda, qui a décidé d'être le bras séculier de ceux qui voulaient mettre la main sur les richesses de la République démocratique du Congo en pillant systématiquement. Et ce pillage s'est fait de la manière qu'il fallait envoyer les éléments armés via des rébellions déguisées pour permettre à ce qu'il y ait déplacement en masse des populations et que ces supplétifs de son armée puissent mettre la main sur ces richesses naturelles dont regorge la République démocratique du Congo. La preuve est que entre 2014 et 2020, il a été signalé une exportation à hauteur de 2 484 308 tonnes de colombo-tantalite qui
ne se retrouvent pas dans les répertoires minéralogiques du Rwanda et qui donc provenaient de la République démocratique du Congo, ce qu'on appelait les minerais de sang. Parce que comme vous le savez, cette matière première est principalement à près de 60% en termes de réserve mondiale concentrée en République démocratique du Congo. Et bien sûr que cette guerre a créé des perturbations économiques immédiates qui sont liées à la guerre, notamment la destruction des infrastructures. Aujourd'hui, les routes, les ponts, les écoles, les hôpitaux, les marchés ont été détruits ou gravement endommagés. Cela perturbe également le commerce local et régional, rendant le transport des biens plus difficile et plus coûteux. Ça a aussi occasionné la fermeture des marchés. De nombreuses régions du Kivu ont été privées d'accès aux marchés nationaux et internationaux en raison des combats, du contrôle par des groupes armés soutenus par le Rwanda ou des fermetures des frontières également, et la fuite des investissements et des entrepreneurs. La zone de guerre, aujourd'hui qui est compris entre Bunagana jusqu'aux alentours de Goma, a perdu énormément de son attractivité pour les investissements locaux mais aussi étrangers. La plupart des entreprises locales ont fermé leurs portes, d'autres ont carrément fui la zone qui n'était plus du tout sûre. Plusieurs pays du monde ont également des minerais, mais pourquoi cela ne leur crée pas des soucis comme chez nous au Congo ? Mais le problème, c'est la profitabilité. C'est-à-dire qu'il faut revenir à l'historique mondial. C'est qu'aujourd'hui, il y a encore des courants qui pensent que la République démocratique du Congo est toujours dans son ADN de la création en février 1885 comme étant un espace libre de commerce et d'exploitation où certaines puissances ou certaines structures peuvent venir prendre les richesses de la République démocratique du Congo et aller créer la richesse chez eux. Et la conséquence de cela, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui peuvent venir discuter avec le gouvernement pour acheter ou avoir des carrés miniers de façon officielle préfèrent passer par le Rwanda pour gagner en essayant d'acheter à des coûts plus bas, et c'est des minerais malheureusement qui ne sont pas convenablement tracés. Vous savez, aujourd'hui, cette guerre a vu une augmentation de l'exploitation illicite des ressources naturelles, notamment l'or. Le coltan est souvent contrôlé par ces groupes armés soutenus par le Rwanda. Cela a plusieurs conséquences, notamment ça empêche une gestion durable et profite principalement aux acteurs illégaux tout en privant l'État de ses revenus fiscaux, et ça a aussi créé la perturbation des chaînes d'approvisionnement. La destruction d'infrastructures, routes, ports ont ralenti l'exportation des ressources naturelles, réduisant ainsi les revenus générés par les mines, et cela a créé un couloir vers le Rwanda qui aujourd'hui est devenu premier producteur de l'Afrique de plusieurs minerais qui ne regorgent pas dans son sous-sol. Et pourquoi la RDC n'arrive à attirer les majors? Mais il faut regarder depuis même la colonisation. La plupart des fois que la République démocratique du Congo a souhaité s'organiser, c'est des guerres qu'on nous impose pour essayer de contourner l'État et s'approvisionner dans les marchés illicites. C'est cela la réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire une plus grande profitabilité, mieux vaut éviter les contrats avec l'État, mais aller vers les circuits parallèles où il y a un faible coût pour essayer d'augmenter la profitabilité. Rien à voir avec une désorganisation de l'État. Mais est-ce que le Congo ne peut pas justement alléger les conditions d'exploitation, les conditions d'obtention des carrés miniers de ce côté-là pour attirer les investisseurs? Mais justement, le problème, c'est celui-là. C'est que lorsque la République démocratique du Congo donne une porte pour que les vrais exploitants, les vraies industries viennent acheter en République démocratique du Congo, selon les codes et les lois de notre pays, ces personnes préfèrent aller vers le circuit parallèle pour gagner plus, parce que le pouvoir de la République démocratique du Congo est un pouvoir pro-peuple qui n'arrive pas à s'expliquer le fait que on ait des exportations sur une période de 5 ans par exemple qui rapportent à ces entreprises-là près de 46 milliards de dollars, mais que la République démocratique du Congo dans cette même fourchette de temps n'ait pu gagner en termes de royalties que 6 milliards de dollars. Ce déséquilibre-là, lorsque l'État en parle et souhaite équilibrer via des lois et des codes qui permettent à ce que les minerais de la République démocratique du Congo puissent servir son pays, eh bien, la plupart de ces firmes ne sont pas d'accord avec cette démarche, parce que qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que ces minerais qui sortent de manière
illégales via le Rwanda notamment ne bénéficient pas au trésor public rwandais. La preuve, malgré ces grandes exportations en termes de minerais qu'enregistre le Rwanda, il reste un pays extrêmement pauvre qui dépend de l'appui budgétaire de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne et de certains autres pays. Alors, le site minier de Rubaya, riche en coltan, appartient à la Sakima, société aurifère du Kivu et du Maniema, mais cette société n'attire pas des partenaires sérieux ou des majors. Mais justement, à chaque fois que le gouvernement a voulu réajuster les choses, c'est en ce moment-là que la guerre d'agression est arrivée. Mais cette société est en difficulté depuis longtemps, M. Thierry Boussenepo. Ce qui est vrai aussi, M. Mbago, c'est qu'il faut reconnaître une chose, c'est que la République démocratique du Congo, pendant plusieurs années, n'a pas été assez responsable en ce qui concerne la régulation de certains secteurs. Et à côté de cela aussi, il y a le plus grand problème, c'est les années de guerre et de déstabilisation que le Congo a connues, qui n'a pas permis à ce qu'on puisse créer des infrastructures qui permettent réellement une exploitation vivace de nos minerais. Ce n'est pas la faute aux autorités congolaises parce que jusqu'aujourd'hui, l'économie congolaise est concentrée sur l'exportation du cuivre et du cobalt. Non, vous devez savoir, M. Mbago, que le plus grand problème, ce n'est pas le fait que l'État congolais ait une responsabilité dans le fait qu'il y ait des pillards. La responsabilité de l'État congolais est double, dans le sens que l'État congolais doit protéger son territoire via une armée modernisée et mécanique, mais aussi par des lois qui permettent une exploitation légale des minerais. L'État congolais, depuis l'avènement au pouvoir du président Tshisekedi, se bat sur ces deux responsabilités-là, c'est-à-dire mettre en place une armée structurée et aussi permettre à ce que les lois soient respectées pour l'exploitation légale des minerais. Maintenant, lorsque vous avez en face la mauvaise foi de ceux qui veulent piller, vous n'allez pas dire que la mauvaise foi des pillards, c'est à cause de vous. C'est parce que ils ont été conçus comme ça, c'est ça leur ADN. Les majors ne viennent pas parce que ce coin est truffé de groupes armés. Donc il y a insécurité dans ce coin, c'est pourquoi les majors ne viennent pas. Mais bien sûr, c'est une insécurité entretenue, mais entretenue par qui? Le gouvernement congolais devait déjà planifier. Le gouvernement congolais doit commencer par quoi principalement, M. Mbago? Doit commencer par la sécurisation. Oui. La sécurisation commence par quoi? Par une structuration de l'armée. Je l'ai toujours dit et je le répète encore. C'est par Félix Tshisekedi qu'il y a aujourd'hui une volonté de pouvoir restructurer notre armée. Vous connaissez ce par quoi notre armée est passée pour qu'elle devienne aujourd'hui cette armée qui est en train de se relever. Rappelez-vous que sous le maréchal Mobutu, plusieurs éléments ont fait que notre armée, qui était forte, puisse devenir une armée faible. Là, je parle de la Deuxième République, principalement à cause des épurations ethniques qu'il y a eu dans l'armée, où l'État a mis les moyens pour former des officiers militaires, mais qui ensuite ont été débarqués de l'armée parce qu'appartenant à la tribu d'Antoine Kizenga, donc en étant du Bandundu, ou du Kasaï, parce que le maréchal Mobutu à l'époque craignait d'être renversé par un coup d'État par les pro-Tshisekedi Etienne à l'époque. Donc vous comprenez déjà que c'est la première déstabilisation de l'armée. Et par la crainte de ces coups d'État, le maréchal s'était recroquevillé sur une seule petite cellule de l'armée, la division spéciale présidentielle, où les critères de recrutement étaient l'appartenance ethnique. Les autres groupes de l'armée étaient non mécanisés, non financés, non équipés, et ça a fait qu'en conséquence, lorsqu'on arrive en 96, l'armée n'existe presque plus. Lorsque Mouzé arrive, la première décision qu'il prend avec ses alliés, c'est de prendre le gros des officiers militaires qui étaient encore restés comme les résidus de cette armée, les envoyer à Kitona pour être éliminés par poison ou par assassinat, notamment par James Kabarebe. Et ensuite, les brassages et les mixages ont davantage fragilisé cette armée. Donc aujourd'hui, le travail que fait Félix Tshisekedi, c'est de réveiller cette armée via la loi de la programmation militaire, mais aussi par les formations et les recrutements. Donc la stabilisation de ce coin du Kivu passe inexorablement par l'existence d'une armée forte. Alors, lorsqu'à côté de cela, vous avez un élément perturbateur qui est le Rwanda, mais soutenu par des puissances étrangères, parce qu'attendez, les nouvelles générations d'armes aujourd'hui utilisées par les RDF sont principalement produites par la Pologne notamment. Ils en sont équipés aujourd'hui, des armes à visée nocturne. Tout cela, ce ne sont pas des armes fabriquées dans la région des Grands Lacs, ça provient de quelque part. Donc l'idée, c'est de déstabiliser le Congo. Et vous oubliez également
qu'il y a eu pendant très longtemps un régime spécial de notification qu'on appelle l'embargo sur les armes en République démocratique du Congo. Tout cela a empêché que nous puissions réellement nous organiser. Et les guerres récurrentes, toujours de l'agression venant du Rwanda. En 1996, en 2002, en 2006, 2007, en 2011, 2012 et maintenant encore, vous comprenez qu'il y a une volonté manifeste de garder cet espace de la République démocratique du Congo comme un ventre mou pour permettre et organiser ce pillage des ressources afin de donner une plus grande profitabilité à ces grandes puissances et à leurs firmes. Mais les exploitants artisanaux préfèrent aller vendre au Rwanda qu'au Congo. Les conditions sont meilleures. Non, ce n'est pas parce que les conditions au Rwanda sont meilleures. Les artisanaux préfèrent aller vers ces marchés-là, d'abord, parce qu'ils y sont contraints par les milices et les groupes armés qui sont au solde de cette puissance négative qu'est le Rwanda, et deuxièmement parce que les guerres différentes qu'il y a eu dans le Kivu depuis 1996 ont déstructuré le tissu des infrastructures. Ce qui fait que lorsque vous voulez quitter l'Est, ce n'est que par avion. Par les routes, c'est complètement détruit. Et ça empêche à ces artisanaux d'aller vers d'autres coins de négoce que de ne se concentrer que vers ce pays-là où des prix leur sont imposés. C'est cela la réalité. Mais la faute au gouvernement, c'est aussi de n'avoir pas organisé ce secteur pendant qu'il y avait, on va dire, un semblant de paix. 2019, 2020, qu'il y a eu avant la guerre qui a démarré. Mais c'est quand qu'il y a eu la paix. Vous oubliez le nombre. Vous oubliez le nombre de groupes armés qui pilulent dans cette partie du pays. Vous oubliez la quantité et la masse d'armes qui circulent dans ce coin. Vous oubliez les meurtres, les rapts, les kidnappings qui sont enregistrés dans ce coin du pays. Donc, il faut tenu également par les opérateurs économiques locaux. Mais bien sûr qu'il y a des complicités internes. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Corneille Nangaa. C'est un Congolais, mais qui est à la solde de M. Paul Kagame. Il est à la tête d'un bataillon des RDF sur le territoire congolais. Il y a toujours de la complicité interne. Est-ce que c'est le Rwanda seul qui est instigateur du pillage, de la guerre économique au Kivu? C'est le Rwanda seul? Mais on ne peut pas dire que ce soit le Rwanda seul qui soit responsable de la déstabilisation de la République démocratique du Congo dans la partie Est, parce que sur le plan économique, vous vous rendrez très bien compte que la traçabilité des minerais, qui est aujourd'hui renseignée par les rapports des experts des Nations Unies, démontre que le point final de l'achat de ces minerais de sang, c'est vers les grands pays de l'Occident. On ne peut pas aujourd'hui expliquer que la Commission de l'Union européenne ait signé des contrats sur l'exploitation des mines avec le Rwanda, mais des minerais que le Rwanda n'a pas. Il y a quand même une cartographie géologique et gémologique que le monde a et qui renseigne sur la présence en teneur et en quantité de certains minerais dans les sous-sols de nos pays. Et il est renseigné que le coltan n'existe qu'à très très faible pourcent au Rwanda, alors que la République démocratique du Congo en regorge à peu près 60% de ce que a le monde. Alors, lorsque vous voyez un pays comme le Rwanda qui en exporte en termes de millions de tonnes, ça explique que ça vient de quelque part. Or, il n'y a pas d'accord d'exportation de la RDC vers le Rwanda de ces minerais. Ça signifie que ces minerais sont systématiquement pillés. Et en contrepartie, qu'est-ce que nous observons? Nous observons des aides de la part de l'Union européenne pour appuyer l'armée rwandaise à hauteur de 20 millions de dollars l'an. Nous voyons des appuis budgétaires venant de la Grande-Bretagne vers le Rwanda, de l'Allemagne également. Mais tout cela explique que cet argent qui, en réalité, sont appelés appuis budgétaires, aide humanitaire ou appui de renforcement militaire, est utilisé pour renforcer une armée de pillards qui est orientée vers le pillage des ressources de la République démocratique du Congo. Donc les multinationales, à travers leurs filiales, préfèrent acheter au Rwanda qu'au Congo. Mais c'est une question de profitabilité. Ça n'a rien à voir avec le fait que le Congo soit un pays où il n'y a pas de loi, comme j'entends d'autres le dire. Et au-delà de cela aussi, il faut reconnaître une chose, M. Ambago, c'est que sur le plan économique, avec les ressources que détient la République démocratique du Congo, demain, si nous sommes organisés, nous allons devenir une très grande puissance, non seulement en Afrique, mais dans le monde. Et cela va tirer les autres pays vers le développement. Alors, qui éviterait que demain, en République démocratique du Congo, il y ait des batteries qui soient fabriquées comme c'était le vœu du chef de l'État? Ça signifie qu'il y a toute une industrie de batteries qui va fermer ses portes dans d'autres pays.
Qui va accepter qu'il n'y ait plus de véhicules qui soient vendus en République démocratique du Congo? Parce que la RDC commencerait à fabriquer ses propres véhicules. La conséquence, c'est qu'il y aurait des industries qui seraient fermées dans notre pays. C'est des main-d'œuvre qui vont s'écrouler. Alors il faut maintenir ce pays qu'est la République démocratique du Congo dans un état de difficulté permanente pour qu'elle ne puisse pas se relever. Parce qu'aujourd'hui, alors que nous étions dans un élan de développement avec le chef de l'État sur le pays, on est maintenant essentiellement que concentré sur la guerre. La RDC n'a pas un contact direct avec ces multinationales? Monsieur Ambago, vous devez savoir que au début de cette émission, je vous ai expliqué que la pensée de la création de notre pays, lorsqu'il y a eu la conférence de Berlin, c'était d'en faire une réserve d'exploitation mondiale. Cette génétique qui a quitté la pensée des Congolais depuis 1960 n'a pas encore quitté non seulement certaines puissances, mais certaines structures économiques qui continuent à penser que la République démocratique du Congo est un lieu où on peut venir puiser et s'en aller sans contrepartie. Le plus grand problème, c'est celui-là. À chaque fois qu'à la tête du pays, nous avons un gouvernement qui réclame les contreparties, c'est-à-dire une population qui doit se retrouver par rapport à ces richesses qui sont exploitées, c'est la guerre qui nous tombe dessus. Donc le problème, ce n'est pas que nous n'avons pas de volonté ni de carnet d'adresse. Le problème, c'est une volonté extérieure à la nôtre qui pense que, le Congo ne devrait pas devenir une Chine, donc il faudrait la maintenir dans une situation économique difficile via une guerre permanente ou une déstabilisation. Deuxièmement, il faudrait prendre les richesses du Congo, mais de la manière la moins coûteuse possible pour augmenter la profitabilité. Donc il faut trouver un mercenaire qui va faire le job, et c'est le travail qui a été remis à M. Paul Kagame pour le faire. Et quatrièmement, il faut éviter à ce que les artisans, ceux qui exploitent dans le Kivu, puissent se tourner vers leur gouvernement. Il faut détruire les infrastructures, d'où l'approvisionnement en armes, en munitions des groupes armés. Monsieur Thierry Monsenepo, l'RDC est au courant de ces menaces depuis plusieurs années, mais malheureusement, lorsque vous regardez la cartographie sur le plan sécuritaire à l'est du pays, on constate que les grandes bases militaires, c'est à Kitona, c'est à Kamina, mais au Nord Kivu, on a certes Rumongabo, centre d'instruction, mais ça n'a pas l'ampleur d'une base militaire comme Kitona au Congo central ou Kamina dans le Olomami. Toutes les grandes bases sont à l'ouest, mais lorsque vous allez dans le Massissi, vous avez l'impression d'être dans un no man's land. Il faudrait prévoir tout ça. Il faut donc une base de la dimension de Kamina ou Kitona pour faire peur aux voisins. Oui, M. Mbago, sur ce point vous avez raison, et je vous ai dit en début de cette émission que nous avons une responsabilité en tant que pays, en tant que peuple. D'abord parce que ce n'est pas explicable que dans un pays comme la République démocratique du Congo, où on a 2 345 409 km², que l'on puisse avoir une armée de 100 000 hommes. Donc, il faut se poser la question, pourquoi nous ne sommes pas enrôlés en milliers ou en millions pour défendre notre pays? C'est parmi les choses que le chef de l'État avait évoquées pour, entre autres, une réforme de notre loi fondamentale pour qu'il y ait un service militaire obligatoire de 2 ans pour chaque Congolais, pour permettre à ce que nous puissions renforcer notre système de sécurité. Deuxièmement, et justement, pendant très longtemps, il faut le dire, depuis 1960, nous n'avons pas nous-mêmes réellement investi pour notre défense. Mais Dieu merci, grâce au président Félix Tshisekedi, il y a eu des décisions pour renforcer les finances de l'armée via la loi de la programmation militaire, mais aussi avec les appels au recrutement et à la formation pour nos militaires. Vous ne parlez pas de la mauvaise gestion depuis plusieurs années de certaines sociétés qui sont basées là-bas, sociétés publiques, qui n'ont pas permis à l'État de créer de la richesse. Cette déstructuration de la partie est de notre pays date de depuis 30 ans. Quelle est cette entreprise, même si vous y envoyez le meilleur manager, peut mieux travailler et développer les activités de la société en étant dans une zone complètement insécurisée? Comment est-ce qu'il peut faire des investissements? Comment est-ce qu'il peut faire des programmations s'il n'y a pas la sécurité dans l'environnement dans lequel il est en train d'évoluer? C'est cela aussi une réalité. Le Kivu est déstabilisé depuis 1996. Donc même ces sociétés qui étaient des fleurons de notre économie à l'époque ont eu à subir les mêmes affres de ces guerres, de ces rébellions, de cette insécurité que cette partie du pays. Prenons l'exemple de la province du Haut-Uélé où se trouve la multinationale Kibali. Il y avait des groupes armés là-bas. Aujourd'hui, c'est une accalmie. Les
les anciens membres des groupes armés ont eu du travail dans ces multinationales. Chaque partie de notre pays, M. Mbago, a eu à connaître des périodes de déstabilisation et cela a déstructuré les tissus économiques de ces coins. Vous passez de l'Équateur jusque dans le Bandundu et le Congo central également, le Kasaï aussi, mais aucune partie n'a connu une déstabilisation aussi longue que la partie est de notre pays. Il est vrai que le Grand Nord a connu une déstabilisation depuis les rébellions de l'UPC et j'en passe, mais aujourd'hui, le Kivu bat le record. Depuis 1996, on est dans plusieurs vagues d'agression parce qu'il y a un distinguo qu'il faut faire. C'est qu'il y a des cas où il y a des mouvements insurrectionnels qui peuvent naître, comme ce qu'on a connu avec le Kamwena Sampu dans le Kasaï ou avec le Boudou Dia Congo dans le Congo central, mais il y a une différence avec une agression. Toutes les vagues que le Kivu a connues de déstabilisation, aujourd'hui, grâce à notre diplomatie, on se rend très vite compte que ce n'était pas des rébellions, mais des agressions systématiques d'un pays, du Rwanda en l'occurrence. Donc il ne faut pas ici penser que les cas d'insécurité dans le Haut-Tsouélé, dans le Congo central, le Bandundu et le Kasaï sont à mettre sur un même pied d'égalité que les Kivu. Vous avez suivi les experts des Nations Unies qui vous parlent de près de 4000 hommes qui sont aujourd'hui déployés sur le territoire congolais. Et je peux vous dire même que c'est très peu par rapport à la réalité qui nous est revenue. Donc on ne peut pas espérer un tissu économique stable dans des conditions pareilles. Un tel niveau d'insécurité ne peut emmener que la création des circuits parallèles, du banditisme urbain, mais aussi des commerces illégaux des minerais comme ceux qu'on enregistre aujourd'hui avec les minerais de sang. Alors quel est l'impact de cette guerre sur l'économie de la RDC? Le Kivu participait énormément en ce qui concerne l'économie, donc le budget de l'État, mais aujourd'hui c'est l'inverse. Le budget de l'État est principalement orienté vers les approvisionnements en termes militaires, sans compter le fait que une bonne partie de la population qui était orientée dans les travaux, non seulement de l'artisanat minier, mais aussi dans l'agriculture, se retrouve aujourd'hui parmi les 5 millions de déplacés que l'on compte de manière interne, qui sont les conséquences de cette insécurité. Et ces déplacés sont soutenus par les programmes humanitaires du gouvernement, entre autres, sans oublier le fait que le gouvernement est obligé de mobiliser énormément de moyens pour équiper l'armée, pour améliorer les conditions de vie de nos militaires qui sont sur le théâtre des opérations, pour recruter, pour payer les officiers de formation. Tout cela coûte énormément à l'État et cet argent aurait pu être orienté vers d'autres investissements. Comment mettre fin au pillage des ressources du Congo? D'abord, il y a une volonté qui doit être prise par les Congolais nous-mêmes, c'est-à-dire que nous soyons habités par un vrai sens de patriotisme pour que nous cessons d'être les portes par lesquelles l'ennemi entre dans notre pays. Deuxièmement, il faut que nous soyons sérieux dans les engagements que nous prenons avec les tiers. Parce que la réputation de la République démocratique du Congo aussi, depuis l'époque de la zaïrianisation jusqu'à aujourd'hui, est que nous sommes un pays où les investissements ne sont pas suffisamment protégés. Il faudrait que nous fassions un effort pour que le climat des affaires soit réellement très positif. Troisièmement, il est important que nous prenions conscience de la sécurisation de notre territoire. Il nous faut une armée. Et cette armée, nous ne pouvons l'avoir que par la mobilisation et l'enrôlement des jeunes pour que nous puissions avoir un grand nombre d'entre nous dans la défense de notre nation. Et cela doit inexorablement passer par une amélioration des conditions de vie de nos militaires et de nos hommes en uniforme. Et enfin et finalement, il faudrait que la communauté internationale cesse son hypocrisie. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation telle que le monde entier sait que le Rwanda vend des minerais qui sont dérobés de la République démocratique du Congo à coups de sang et de meurtre. Le monde entier sait que le Rwanda ne dispose pas de ces minerais, mais certains pays du monde, surtout de l'Occident, se permettent de signer des accords et même de s'approvisionner auprès de ce pays. Ce sont des resellers. Et ces resellers-là soutiennent d'une manière indirecte par les paiements qu'ils font au Rwanda à ce que l'instabilité de la République démocratique du Congo puisse continuer. Certains disent, on a vu le président Sarkozy dire que l'RDC, qui est très riche, devait partager cette richesse avec ses voisins pour calmer cette tension. Dire que le Congo est très riche, qu'il faille partager ses richesses, c'est une donne colonialiste que nous n'acceptons pas.
Ce qu'il faut plutôt appuyer, c'est la collaboration entre nations, des échanges économiques qui soient gagnant-gagnant. Et rappelez-vous que lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris le pouvoir, il a demandé à ses homologues africains qu'il était important que l'on puisse jeter des ponts plutôt que construire des murs. Qu'est-ce qu'on entend par jeter des ponts? C'est-à-dire créer des mécanismes qui permettent aujourd'hui à ce que nos nations puissent vivre ensemble et établir des bases économiques qui peuvent permettre des échanges qui enrichissent nos populations. Par exemple, nous pouvons avoir des fermiers sud-africains qui produisent du maïs, mais qui en vendent en République démocratique du Congo, et la RDC qui peut produire des vaches, peut vendre à la Zambie. C'est comme ça les échanges entre nations. C'est par rapport à ça qu'on peut parler de partage de richesses. Et ici, il y a eu cet accord entre la RDC et le Rwanda où l'or de Sakima devrait être raffiné au Rwanda. Mais pour comprendre que l'homme en face de nous n'a jamais été un homme de construction, il a préféré recourir à ces vieux démons, c'est-à-dire laisser tomber un partenariat économique gagnant-gagnant, parce que malheureusement pour lui, c'est le Rwanda qui gagnait et non l'individu Kagame. Or, lui, son souci, c'est l'individu Kagame. Alors, il fallait très vite revenir aux anciens démons, prendre des mercenaires, recruter des hommes liges comme Corneille Nangaa et les lancer dans l'arène. Alors, monsieur Thierry Motsenepo, un petit résumé en lingala de ce qu'on a dit. Donc, tout na lingala, Thierry Motsenepo, yozali PCA ya Kobil, pour na nini, outo 30 ans, bitumba ezaka kana, côté à Kivu kuna. Et tokoseke kosa nini pote, kimia, ezonga. Bandeko balandi, sengeli bae ete mboka na biso ezali na nkita ebele. Kasi badongolo miso, bazali na tina ya koleka na nzela ya mbula matadi te, bazali na posa ya koleka na nsima ya bato oyo bakozwa nkita na biso na ndenge ya moyibi. Po ete na lolenge ena ekopesa bango nzela ya kosala mosolo ebele. Pona bango, pasi ya Congolais pe bozwi ya leta na biso etali bango te. Eloko etali bango ezali se mosolo bango bakosalaka na sima ya kinta na biso. Yango wana bango bakolekaka na sima ya nzela ya Rwanda po ete bakoka kopesa ye manduki pe mosolo po ye ayaka koyibela bango nkita na biso po elekaka epa na ye pe bango bazwaka yango kuna po basala makambo oyo bango balingi basala nango. Na yango biso bayi Congolais sengeli tozala maele. Maele na biso ifo ete tokoka komanyola penza lolenge kani moto azali na ndako etonda nkita esengeli asala. Okotikaka monoko ya ndako na opolele te, okotia bato bakokengelaka yango po yo yebi ete na kati ya ndako na nkita ezali. Esika wapi kobenga oyo mokonzi ya mboka bengi bilenge po ete bakota na bosoda ezali po ya kobatela nkita ena. Po ete biso Kongo tozali ndako etonda nkita. Na tina ete to batela nkita ena esengeli ete tozala na mampinga oyo wapi bakobatela mboka na biso pe ekolo na biso. Mais ba société ya minene ya bapaya bazoboya koyepa biso po ani po biso toza sérieux te toza organisé te tondenge te likambo ya sérieux kuna eza te. Eza lokola yo ndenge ozali boyelelo oyo ozali na ndako na yo ozali koteka biloko oyo ya yo moto azali na tina ya koya kwa biloko epa na yo ete amoni ke epa na yo eza talo ya kokende sika mosusu. Kasi na tango ete ye amoni ete soki aleki epa na yo ya kosala mosolo mingi te nde akoya koyiba yo. Nde esika wapi bango bazali kosalela Kagame po ete ya yibela bango nkita ya Congo. Eza te po biso bakonzi na biso ba sérieux te, eza bongo te. Po tozali awa na yo awa na Kisasa ezali na ba entreprise a minene oyo wapi bakosala na leta congolais na Okatanga na Lualaba. Kasi pona nini na Est bazali toujours koleka na sima ya Rwanda ezali po ye azali moto bango bakotinda ayibelaka bango nkita na biso. Sikawa armée na biso ezali kotelema po mokonzi ya mboka tie maele na ye po ete mosolo ebele kene na armée po ezwa équipement ezwa mandoki po ete babunda. Kasi sengeli bato bakota pe na armée po topesa ngo makasi. Je rappelle que notre invité c'est monsieur Thierry Motsenepo, PCA, président du conseil d'administration de Kobil SA. Monsieur Thierry Motsenepo, avec vous nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Eric, voici comment sont fixés les prix des denrées alimentaires de première nécessité sur le marché.
Une mesurette ou écolo de maïs est à 3 500 francs, voire 4 000 francs congolais comme la semaine passée. Un seau d'écossette de manioc est à 25 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg coûte 76 000 francs. La mesurette ou sakombi coûte 2 000 francs. Un sac de semoule de 25 kg coûte 56, 76 ou 78 000 francs congolais, c'est selon la qualité. La mesurette ou écolo coûte 4 000 francs comme la semaine passée. Un bidon d'huile de palme de 5 litres est vendu à 22 000 francs congolais. Il était à 18 voire 20 000 francs. Un bidon d'huile végétale de 5 litres varie entre 31 et 35 000 francs congolais. Il était à 28 000 francs voire 30 000 francs congolais. Celui de 25 litres est vendu à 133 500 francs congolais. Un sachet de sucre de 5 kg coûte 22 000 francs congolais. Un plateau d'œufs est à 21 voire 22 000 francs congolais. Un œuf coûte 700 voire 800 francs congolais. Un kilo de chinchard est toujours à 9 voire 10 000 francs congolais. Le carton est à 85 $ américains. Un kilo de viande de bœuf coûte 22 000 francs congolais. Le carton de cuisse de poulet est à 23 $ et le kilo est à 6 500 francs congolais. Un poulet sans emballage appelé communément poulet neuf coûte 10, 12 voire 13 000 francs congolais, c'est selon le poids. Les côtes des porcs sont à 14 000 francs congolais le kilo. Les poissons salés sont à 23 000 francs congolais le kilo et le carton coûte 65 $ américains. Un tas de bananes plantains coûte 5 000 voire 10 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de farine de froment coûte 4 500 francs congolais. Un pain coûte 500 francs. Les haricots appelés communément délavés sont à 3 600 francs congolais la mesurette ou copeaux. Les milaïs coûtent 3 800 la mesurette. Les bilbil coûtent 4 500 francs congolais pour une mesurette ou copeaux. Une chikwang coûte 1 500 voire 2 000 francs congolais. Un tas de poissons fumés coûte 10, 20 ou 50 000 francs congolais. Un filet d'oignon coûte 35 voire 40 000 francs congolais. Un oignon varie entre 200 et 1000 francs congolais. Une gousse d'ail varie entre 200 et 1000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc coûte 5 000 francs comme la semaine passée. Celle des épinards est à 2 000 francs. Celle d'oseille est à 1 000 francs. Un chou paumé coûte 2 000, 3 000 voire 5 000 francs congolais. Un ananas est vendu à partir de 2 000 francs. Une pastèque varie entre 5 000 et 20 000 francs. Un tas de safou est vendu à 1 000, 2 000, 3 000 voire 5 000 francs congolais. Un tas de mangoustans coûte 2 000, 3 000 ou 5 000 francs congolais. Un tas de piments coûte 500 francs congolais. Merci Birom. Attendant, on vous retrouve la semaine prochaine. Alors, Monsieur Thierry Monsenepo, des petites questions avant de nous séparer. Front patriotique, vous avez mis en place un front patriotique. C'est quoi? C'est une plateforme? C'est un parti politique? C'est une plateforme, Monsieur Ambago, parce que vous le savez très bien que le gouvernement a parlé de 4 fronts principalement. Le front militaire, sécuritaire, diplomatique et médiatique. Mais il faut un front patriotique qui accompagne le gouvernement. Parce que le problème de la République démocratique du Congo est un problème qui nous concerne tous. Que nous soyons de l'opposition, de la majorité, de la société civile, il est important que nous tous, nous puissions nous fédérer autour de cette idée force qui est la République démocratique du Congo. Non seulement qu'il faille mobiliser les jeunes pour entrer dans l'armée, mais il faut aussi apporter notre aide à nos frères déplacés. Il faut que nous puissions relayer le discours du gouvernement, du chef de l'État. Il faudrait que nous puissions être chacun où nous sommes vigilants pour protéger la nation. Cela ne peut passer que par un front patriotique, parce que cela inclut l'amour sans condition du pays. Il y aura un président, il y a un coordonnateur. C'est une structure qui est bien placée, qui aura une sortie officielle, mais qui va plus se baser sur une mobilisation des Congolais autour de l'amour de la patrie. Des Congolais de l'Union sacrée. Les Congolais en général. Vous êtes PCA de Kobil, le SA, je l'ai dit. Les appels d'offres des blocs pétroliers, on en parle plus? Il s'est fait que lorsque le ministre Molendo Sakombi est devenu patron du secteur, il s'est rendu compte que la plupart des majors n'étaient pas venus pour répondre à ces appels d'offres parce qu'il y avait des écueils dans le dossier qui étaient préparés pour ces appels d'offres. D'où les annulations et la préparation en ce moment des nouveaux appels d'offres sur base de certains critères qui, à l'époque, n'étaient pas prises suffisamment en compte, notamment les critères environnementaux et les critères de capacité technique et financière. Il y a donc tout cela qui a motivé le ministre Molendo pour qu'il puisse refaire les dossiers pour que la République démocratique du Congo ait des partenaires qui soient réellement solides pour porter son secteur des hydrocarbures. Kobil SA va acquérir son bloc pétrolier. Mais bien sûr, nous nous battons pour que nous soyons dans l'amont et dans l'aval pétrolier. On vous voit actuellement en mission à gauche à droite. Vous êtes en Asie, en Afrique du Sud, c'est pourquoi faire?
Vous devez savoir que Kobil, comme société de l'État congolais, a le devoir de commercialiser le produit pétrolier. Mais au-delà de cela, nous avons aussi la charge de diversifier notre core business, notamment en y ajoutant d'autres produits tels que les lubrifiants. Et certains voyages que nous avons eu à entamer, notamment en Asie, c'était pour trouver des sociétés qui peuvent nous faire à bon prix des lubrifiants. D'autre part, nous avons également lorgné sur le marché du Sud où il y a une concentration des entreprises minières. Il fallait que nous puissions trouver des sociétés qui peuvent nous fournir le produit pétrolier raffiné via la route Durban, Tanzanie, Mombasa et Zambie jusqu'à Kasumbalesa pour entrer dans le Katanga. Parce que quand même la consommation mensuelle de produits pétroliers dans cette partie du pays est énorme. Donc il nous fallait trouver des débouchés et faire un routing qui permettrait à Kobil d'être approvisionné depuis certains pays de cette région de l'Afrique, notamment l'Afrique du Sud, la Tanzanie, qui pourrait nous appuyer sur le plan logistique. Et c'est cela la raison de ces voyages. Et récemment également, nous avons trouvé des partenaires qui peuvent nous aider pour l'amélioration des services que nous rendons à nos populations en y ajoutant les nouvelles technologies, notamment pour permettre à ce qu'il y ait une meilleure gestion des stations avec les consommations par seconde, par minute et par heure, les stocks qui peuvent être gérés depuis les bureaux de nos agents qui vont voir exactement la quantité de carburant dans chaque station, dans chaque pompe, pour éviter qu'il y ait des pénuries, pour éviter qu'il y ait assèchement des pompes. Je rappelle que notre invité, c'était M. Thierry Motsenpo, président du conseil d'administration de Kobil SA. M. Thierry Motsenpo, merci d'avoir répondu aux questions de Jeudi C'est à moi qui vous remercie. Merci à Miguel Ménel, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez suivre cette émission sur notre page Facebook, Jeudi Économie avec Eric Kambagou. À très bientôt.